Les amis, aujourd'hui on fait le bilan de la semaine au niveau des marchés boursiers et des marchés de la crypto. Alors franchement, il s'est passé une nouvelle fois plein de choses en 7 jours, donc on est parti de suite. On commence par l'indice VIX qui est l'indice de la peur. Alors en 5 jours, il a eu une évolution positive de 1,10%. Contrairement à la majorité des indices, celui-ci, lorsqu'il est en hausse, c'est pas une bonne nouvelle. Après, si on se met sur un mois, pareil, il a évolué en positif de 29,76%. Et si on prend un peu plus de recul, on va se mettre sur 5 ans ici. On peut voir que du coup 29,35, on avait eu un plus haut ici, donc ça c'était fin du mois dernier à 33,40, qu'on n'avait pas atteint sur le VIX depuis 2020 et novembre il me semble, alors non, octobre 2020. Et du coup, avant le crash de mars 2020, on avait eu avec la pandémie 66,04. Donc on en est encore loin pour le coup, mais on peut voir quand même que petit à petit, ça commence à bien monter en un mois 30%, c'est quand même pas mal. Si on se met sur le max aussi, on peut voir qu'en 2008, juste ici, avant du coup le crash, on était à 79,13. Donc cet indice, c'est quand même un indice à suivre parce que plus le marché est en mode peur, plus il y a de chances aussi qu'il y ait des mouvements de foule au niveau des ventes, qu'il y ait aussi un mouvement de panique, et donc du coup potentiellement un crash qui peut être important, un moins 30, un moins 40, un moins 50. Donc ça c'est un élément quoi, on essaye de suivre à chaque semaine sur ces bilans de la semaine. Ensuite on passe au S&P, donc l'indice de référence aux États-Unis, et on peut voir que sur un mois, moins 11,20. Nous ce qui va nous intéresser c'est sur la semaine, donc sur les 5 derniers jours, on a perdu quasiment moins 3% encore sur le S&P 500, et si on se met sur un an, c'est le plus bas qu'on ait atteint depuis un an maintenant, et même depuis un peu plus d'un an, parce que là on est sur 12 mois, et on peut voir que sur 12 mois, il n'a jamais été aussi bas. Si on se met sur 5 ans par contre, on peut voir que 3901, on l'avait atteint quand? Allez, on va dire le 19 mars 2021. Donc ça fait quand même pas mal de temps maintenant, ça fait plus d'un an. Donc à voir ce que ça va donner, en sachant que moi ce que je fais par rapport à ça actuellement, c'est que je continue mon DCA de toute manière et je l'amplifie de plus en plus. Mais vu que je sais pas à quel moment on aurait un point bas, parce que là on pourrait se dire oh bah c'est certainement le point bas, hein, on peut pas descendre plus. En réalité on peut descendre beaucoup plus bas. Donc moi c'est pour ça, vu que je sais pas quand va tomber le point bas, j'investis quasiment tous les 5 jours sur le S&P 500. Donc chaque semaine j'investis un certain montant, et plus ça descend et plus j'investis. Parce que je m'étais vraiment gardé une épargne dédiée à l'investissement lorsqu'on a des fortes baisses, afin de pouvoir du coup renforcer à ce moment-là. En tout cas c'est ce que je fais sur le S&P, hein, c'est pas un conseil en investissement, mais actuellement c'est ce que je mets en place. Et en sachant que là il me semble que du coup depuis le début de l'année on est quasiment à moins 20, on est à moins 18,66, et si on se met sur un an on est à moins 6,12. Et est-ce que c'est le point bas, est-ce que c'est pas le point bas? Personne n'en sait rien, actuellement. Donc c'est pour ça que moi, vu que j'en sais rien aussi, je continue le DCA par rapport à ça. Et je me dis que même si on atteint, comme en mars 2020, allez, ça serait vraiment la catastrophe, mais imaginons on passe de 3901 à comme en mars 2020, on était à 2304. Bon là, ça voudrait dire que vraiment il y a eu un très gros crash, parce qu'on est à moins 20, donc pour qu'il arrive à 2304, faudrait qu'on est sur un moins 60, moins 65 depuis le plus haut. Mais on sait jamais, ça peut arriver, et si ça arrive, c'est pas grave, j'aurais fait mon DCA, je l'aurais continué, et par contre là, si ça reprend, c'est pas grave, j'ai quand même investi chaque semaine, donc j'ai pu profiter des baisses et de l'évolution de la bourse qui va avoir une tendance très certainement haussière sur le S&P, et même sur d'autres indices, si on est sur une horizon très long terme. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, on a aussi Zone Bourse qui a fait un article assez intéressant et qui parlait de cet élément-là. Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur 7e semaine consécutive de pertes, leur plus longue série de pertes depuis la fin de la bulle Internet en 2001. Donc là, c'est 7 semaines consécutives de pertes au niveau du S&P. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a commencé à investir il y a 7 semaines, là, il se rend compte que ouais, c'est chaud parce qu'il est déjà peut-être à moins 15 ou moins 18 comme on l'a vu depuis le début de l'année, parce qu'on est vraiment sur des semaines de pertes. Donc voilà par rapport à ça. D'ailleurs, je mettrai les sources en description si vous voulez regarder cet article de Zone Bourse qui est hyper intéressant. Après, on passe aux cryptos. Alors le marché des cryptos, si je me mets sur 7 jours, alors le Bitcoin, il a ni reculé ni avancé, là on est à 0,07%. Le TH, il est à moins 1,88. Et après, bon là on a des stablecoins, USDT, bon ça bouge pas. Mais globalement, on a juste une petite baisse sur le TH juste ici. Donc c'est un marché, c'est le marché de la crypto a pas trop bougé par rapport à ça. Après, il y a certaines aussi cryptos, le BNB a un petit peu monté au cours de cette semaine. Et si je me mets ici, donc là c'est mon compte Binance. Donc pareil, si je me mets sur, allez, depuis le début de l'année,
Alors non, là je suis pas depuis le début de l'année, mais le début de l'année, réellement, il était... Alors on va essayer de le trouver. Là, on est le 01-17, donc réellement, le début de l'année, il avait eu lieu un petit peu après. Donc voilà, au début de l'année, on était là, à l'ouverture en 2022 à peu près, donc à 43 700. Et actuellement, on est à 29 000. Donc le Bitcoin, depuis 2022, depuis le début, a beaucoup plus perdu que le S&P parce que là, on est à moins 25, moins 27. Voire même un petit peu plus au final, parce que là on est à 29 328 et on était quand même à plus de 40 000. Donc voilà, il a perdu plus de 25% depuis le début de l'année. Donc pareil, à voir ce que ça donne par rapport à ça. Ensuite, une donnée assez intéressante, ça c'est l'inflation aux États-Unis et notamment de l'entreprise Target et Walmart, malmenés en bourse par la chute de leurs bénéfices. Et ça c'est hyper intéressant, c'est que Walmart c'est une entreprise qui aujourd'hui a un volume de vente qui est énorme, qui est plus important que Amazon et qui est plus important qu'Alibaba. Après ils font de l'alimentaire, Amazon c'est pas que de l'alimentaire, c'est majoritairement des produits, mais du coup c'est quand même assez important, c'est que c'est une des plus grosses boîtes aujourd'hui dans le monde de la consommation. Et actuellement, du coup, comme c'est indiqué, l'inflation pèse énormément sur les résultats des deux grands distributeurs américains, ce qui contamine l'ensemble du marché et révèle les inquiétudes sur l'économie américaine. Et du coup, de ce que j'avais vu, c'est leur marge qui réduit. On peut voir déjà qu'ils ont eu une chute en bourse de 25% au niveau de leur action et le taux de marge a été de 5,3% au premier trimestre 2022 contre 9,80% en 2021. Donc finalement, leur taux de marge est quasiment divisé par deux, ce qui est quand même assez inquiétant par rapport à ça. Bon, c'est dû par rapport à l'inflation, par rapport à la guerre qui est en Ukraine. Donc il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu par rapport à la Fed. C'est un tout, mais c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Et on peut voir les résultats opérationnels ont fondu de 43% sur le trimestre, soit, je l'imagine, 1,3 milliard de dollars. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, Twitter, des éléments assez intéressants. Alors, il y a un post de Nicolas Chéron qui travaille, il me semble, chez Focus Bourse. Je vous invite à regarder ce qu'il fait sur Twitter si vous avez Twitter parce que c'est hyper intéressant. Et là, il parlait du DCA pendant les crises. Donc, bourse est égal marché haussier long terme, acheté pendant des mois ou des années à la baisse ou de longues latéralisations permet de faire grossir le capital et de profiter de lame de fond lors de la reprise haussière des bourses. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est que là, on est sur un graphe depuis, on doit être 1800, je sais pas combien. Et en fait, si on regarde vraiment sur le long terme, la tendance est haussière, mais c'est pas forcément ça qui est le plus... Enfin si, c'est intéressant, mais il y a un truc que je trouve encore plus intéressant, c'est que, imaginons, on investit, en fait, même si ça serait chaque année, bon, en réalité, le DCA, moi, je le fais tous les mois, voire toutes les semaines, en période vraiment de baisse, là, je fais toutes les semaines, mais imaginons même quelqu'un qui fait ça tous les ans, qui est vachement intéressant, c'est que, vu que la tendance est haussière, et donc, du coup, qu'il y a plus de mouvements haussiers que de baissiers, ou que de mouvements, un peu de... où le marché stagne un petit peu, ne monte pas, ne baisse pas, en fait, sur une orientation très très long terme, c'est vachement intéressant. Par contre, si c'est sur du court terme, moi je pense dès qu'on est en dessous de 5, 7, 8 ans, la bourse c'est assez risqué. Parce que en 5 ans, un marché peut chuter et mettre du temps à se relever. Et 5 ans, des fois, c'est peut-être pas assez pour qu'un marché se relève. Donc moi je sais que la bourse, si j'aurais une horizon de temps où je me dirais, moi je souhaite investir maximum pour 5 ans, 7 ans, 8 ans, j'irai pas sur le marché boursier parce que on sait pas réellement combien de temps va mettre le marché à se relever s'il y a vraiment un moins 80, un moins 90. Par contre, si on est en DCA, et c'est là où c'est intéressant, c'est que si on prend des points hauts, on prend des points bas, on prend des points moyens, lissés sur le long terme, on a clairement une performance qui est quand même assez incroyable, quoi. Donc ça, c'est un point hyper intéressant, un post que j'ai vu de Nicolas Chéron. Donc, je vous invite à le suivre sur Twitter. Ensuite, on a ici, ça aussi, ça peut peut-être rassurer certaines personnes. Du coup, c'est sur Twitter, alors c'est sur l'investisseur raisonné. Et pour le coup, c'est Berkshire Hathaway depuis 2022, leur retour, visiblement. Donc au niveau des actions, donc c'est un petit peu un bain de sang. Et d'ailleurs, j'arrive pas trop à comprendre parce que de ce qui est indiqué, Berkshire Hathaway plus 0,48 depuis début 2022, en sachant que toutes les actions sont en chute par rapport à ça. Moi, j'imagine qu'ils les ont achetées un petit peu plus en chute. Imaginons, ils ont acheté Shopify à plus, à moins, il était à moins 79% et aujourd'hui, elle est à moins 74%. Donc, j'imagine c'est pour ça qu'ils ont une performance positive, étant donné que là, tout est en chute. Donc, moins 15, Google, moins 23, Tesla, moins 33, Amazon, moins 36, Nvidia, moins 42. Donc là, on a énormément d'actions qui sont en difficulté. Netflix
Netflix, c'est une catastrophe, moins 71. C'est la valeur un peu Covid, hein, et elle s'est fait détruire aujourd'hui. Shopify, moins 74. Donc on a beaucoup d'entreprises là qui sont en difficulté. Donc même un portefeuille comme le portefeuille de Berkshire Hathaway a une performance depuis début 2022 de 0,48 seulement. Étant donné que le marché actuellement c'est très très compliqué, hein. Du coup il performe quasiment pas, enfin c'est très très faible parce que tout est en négatif. Après ils ont acheté des trucs qui étaient encore plus en négatif avant, qui sont remontés mais qui sont encore en négatif quoi. Donc voilà par rapport à ça. Et ensuite aussi j'étais tombé sur une petite vidéo marrante, allez je vais vous la mettre, je me mets ici, en fait c'est quelqu'un avec le bitcoin ici, avec ici les ETF en spot, donc l'investissement que ça peut être en DCA mais ou peu importe, et on peut voir quelqu'un qui du coup qui tire les ETF derrière. Bon après oui ça peut être plus lent sur des ETF, mais du coup au moins il y a quand même un peu plus cette sécurité sur le long terme par rapport à ça. Donc ça c'est un petit post marrant. D'ailleurs les amis, je voulais vous dire, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, parce que j'essaierai de faire au sein de ces bilans de la semaine une réponse à un commentaire. Je prendrai n'importe quel commentaire et on le rajoutera à la fin de chaque bilan de la semaine. Je vous invite aussi à me partager qu'est-ce que vous faites actuellement par rapport à l'évolution des marchés, parce que comme on l'a vu sur du S&P et sur quasiment toutes les valeurs, c'est assez compliqué. Donc est-ce que vous avez une stratégie particulière? Est-ce que vous faites du DCA? Est-ce qu'au contraire vous faites pas du tout de DCA et vous attendez juste un point bas qui arrivera peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, ou peut-être qui est déjà là et vous allez investir beaucoup? Ou au contraire vous vous éloignez un petit peu et vous vous intéressez à d'autres actifs financiers? Donc n'hésitez pas à partager ça en commentaire, ça fait toujours plaisir de pouvoir vous lire par rapport à ça, et je peux répondre en plus à chaque commentaire. Je vous invite à liker cette petite vidéo avec ce bilan de la semaine qui est pas fameux, mais je trouve que ça peut faire du bien aussi, être rassurant, et de voir qu'on est tous actuellement dans une situation où même comme Berkshire Hathaway est à plus 0,48 depuis début 2022, alors que c'est un fonds énorme et c'est un fonds avec un peu des génies à l'intérieur, donc ça peut rassurer à ce niveau-là. Je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Je vous mets ici une vidéo que j'ai fait avec Mathieu Louvet, où on a fait une interview sur les ETF, où je lui ai posé pas mal de questions, et je vous dis à très bientôt. Ciao!